Bonsoir, hein, je vous remercie d'être présent ce soir. Je vous rappelle que merci pour votre présence physique, mais il y a également un nombre important de personnes qui se sont connectées, donc qui vont suivre la conférence à distance. Et il y a une captation image, donc vous pourrez reconsulter, revoir la présentation et la conférence, en profiter à nouveau lorsqu'elle sera disponible sur la chaîne de l'université. Donc c'est la reprise des rendez-vous de l'économie, hein. On organise tous les ans 4-5 événements qui prennent la forme soit de conférences, soit de table ronde. La prochaine, alors ce soir nous avons une conférence qui va être assurée par M. Frédéric Wienowski qui se présentera et qui est médiateur national du crédit à la Banque de France pour nous parler des questions de financement des entreprises en contexte, en période de crise. Je remercie la Banque de France, et en particulier M. Tachon, avec qui nous avons une convention. Ils sont dans le cadre de cette convention, de ce partenariat, qu'on organise régulièrement depuis plusieurs années maintenant, des interventions de personnalités de la Banque de France sur des sujets et des questions d'actualité. Donc, je vous remercie. Je remercie également le Midi Libre, et malheureusement Olivier Biscay, qui devait être là pour animer à la fin de la conférence un peu les questions aux conférenciers, est pris et il est assez loin on va dire, dans le Gard, hein, et il est bloqué sur des actualités qui, semble-t-il, sont pressantes. J'excuse l'absence de Philippe Auger, qui est président de l'université, ainsi que celle de François Mirabel, directeur de l'UFR, qui ont tous les deux des contraintes assez fortes et qui n'ont pas pu nous rejoindre pour ce soir. Donc juste pour noter, hein, le prochain événement des rendez-vous de l'économie auront lieu le 9 novembre sur un sujet totalement différent, qui est celui des mobilités douces. Et ce ne sera pas une conférence, ce sera un débat avec 4-5 intervenants, dont Julie Fraîche et des représentants des associations locales comme Vélocité. Et vous aurez l'information à ce moment-là. Je vais peut-être laisser 2 petites minutes à Pascal Tachon, peut-être pour dire 2 mots, et puis ensuite on laissera la place aux conférenciers. Merci Edmond. Écoutez, oui, 2 minutes très rapidement pour vous dire qu'on est ravis d'être présents ce soir au titre de cette convention qu'on essaye de faire vivre. C'est pour nous extrêmement important à la fois d'être au contact de l'université, puisque sur des sujets très techniques, on a la chance, et ce soir Frédéric Wienowski vous parlera de financement des entreprises, de toujours pouvoir vous proposer des intervenants de très haut niveau. Et derrière aussi, c'est le but d'être présent pour éventuellement susciter des vocations, parce que le monde de la banque à la Banque de France est un monde très ouvert, et donc vous proposez derrière des offres de stage, d'essayer de vous impliquer davantage de manière très concrète sur la vie économique. Donc c'est un peu du donnant-donnant à chaque fois, nous permettre de vous donner une expertise de haut niveau, de vous fournir sur différents thèmes ces informations, et puis en retour, nous, essayer de capter votre attention peut-être un peu plus que d'ordinaire, et de vous inviter à venir vers nous, vers la Banque de France, ou vers le monde bancaire ou le monde de l'entreprise, ce à quoi vous êtes destiné. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Merci de votre attention par avance, et donc merci surtout à Frédéric Wienowski d'être présent ce soir. Je sais que les agendas sont très lourds sur des sujets d'actualité importants, hein. Le monde bancaire, le monde des taux d'intérêt évolue beaucoup, et comme le titre l'indique, dans un contexte de crise, mais crise avec des S, c'est toute la subtilité et tout le message que va vous faire passer Frédéric ce soir sur la difficulté à financer ou pas le monde des entreprises. Voilà, je ne fais pas plus long, à toi de jouer. Merci encore. Merci beaucoup, et le S n'est effectivement pas une erreur. Il est volontaire. Bonsoir à tous. Moi, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Donc, je vais rapidement me présenter. Je suis effectivement médiateur national du crédit. Alors, la médiation nationale du crédit, vous devez ignorer ce que c'est. C'est un dispositif qui a été créé lors de la crise financière de 2008-2009, au moment où on craignait que les banques ne puissent, compte tenu des problèmes de financement qu'elles avaient elles-mêmes, ne puissent financer les entreprises. Et donc le président de la République, à l'époque, a décidé de mettre en place ce dispositif de médiation qui est géré par la Banque de France, donc dans chacune de nos succursales départementales, et qui intervient lorsqu'une entreprise a un refus de crédit
de la part de sa banque, de manière à essayer de faire en sorte de changer la position de la banque. En tant que médiateur du crédit, je préside également un observatoire du financement des entreprises qui a le grand avantage qui n'est pas un observatoire rattaché directement à la Banque de France, mais que je préside en tant que médiateur et qui a l'avantage de réunir à la fois les représentants des entreprises, les représentants des banques et les différentes autorités publiques. Et donc de produire des rapports qui donnent un panorama de la situation des entreprises et de leur financement. Et les éléments que je présenterai ce soir sont largement issus des différentes publications qu'on a pu faire dans les mois récents. Et je suis également... Alors je vous dis tout de suite, vous êtes étudiant, j'ai plein de fonctions, mais je n'ai qu'un seul salaire, ne vous illusionnez pas. Je suis en même temps secrétaire général adjoint de l'ACPR. Alors l'ACPR, vous ne devez pas savoir ce que c'est. C'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Une fois que j'ai dit ça, vous n'avez pas plus compris. Une autorité, ça c'est clair, de contrôle. Donc en fait, on contrôle les banques et les assurances. Ah, le problème a déjà commencé. Il n'y a plus de... Bon, il est où notre technicien ? Il est reparti. Donc je continue la présentation. Les slides, ils sont sur le PC, mais ils ne sont plus là. Donc prudentiel, c'est qu'on impose aux banques un certain nombre de règles, de normes de gestion, de capital, d'organisation interne. Et puis résolution, c'est un barbarisme, donc je suis directement en charge de cet aspect-là, qui consiste à faire en sorte que les banques et les assurances soient correctement préparées en cas de crise sévère. Et donc de voir quelles sont les banques que l'on souhaitera, et les assurances que l'on souhaitera sauver en cas de difficulté. Donc je vais évoquer ce soir, en parlant du financement des entreprises dans un contexte de crise, puisqu'on est passé de la crise de la Covid à la crise énergétique, inflationniste, et puis je dirais on n'est pas à la merci d'autres types de crises dans les semaines et mois qui viennent. Donc pour montrer d'abord que nos entreprises ont été résilientes au travers de cette crise. Contrairement à ce qu'on pouvait parfois lire, en réalité, les chiffres démontrent une réalité qui est la très forte résilience des entreprises au travers de ces crises, qui a aujourd'hui un accès au crédit bancaire qui reste très favorable pour les entreprises, et puis que ce financement, il est assuré par des banques qui présentent une très forte solidité. Donc, ce qui est un gage, bien évidemment, de capacité à assurer correctement les besoins de financement de nos entreprises. Donc sur la situation des entreprises, un petit retour sur la Covid. Donc vous savez que la crise de la Covid, donc c'est en réalité pas une crise économique. On a dit le ministre lui-même, le président, ont dit que c'était la plus grave crise économique que l'on avait connue. Bon, c'était pas une crise économique en réalité. Les entreprises étaient totalement saines avant la crise. Sauf celles qui avaient des difficultés, mais les entreprises étaient saines avant la crise, les banques étaient résilientes avant la crise. Simplement, l'État, pour gérer la crise sanitaire, a décidé la fermeture administrative des entreprises. Cette fermeture, et des fermetures successives, cette fermeture, elle s'est traduite par ce qu'il y a représenté dans ce graphique, une baisse très forte de l'activité, parce qu'à partir du moment où les entreprises sont fermées, il n'y a plus de production. Donc il y avait les commerces dits essentiels, très mauvais terme d'ailleurs, qui restaient ouverts, mais les autres étaient fermés. Donc une forte chute d'activité, et avec un principe qui a consisté à dire, c'est le quoi qu'il en coûte, on va financer le maintien des activités et des emplois. Puisqu'on ferme administrativement les entreprises, l'État prend en charge le coût que ça représente, de telle sorte qu'une fois qu'on libère la capacité des entreprises à travailler normalement, elles vont le faire. Donc, c'est ce qui s'est produit. Alors après, il y a eu des à-coups parce qu'il y a eu, on a tendance à oublier, mais il y a eu des confinements successifs. Mais en tous les cas, il y a bien eu une reprise très rapide qui est totalement logique puisque les entreprises étaient saines. On leur interdit de travailler, on les finance pendant ce temps-là, on les libère et l'activité reprend. Ça a eu un coût. Le quoi qu'il en coûte, c'est à peu près un peu plus de 240 milliards qui ont été injectés dans les entreprises, soit sous forme de subventions, donc de l'argent donné par l'État
et donc à fond perdu entre guillemets, mais pour financer justement ce quoi qu'il en coûte. Donc c'est le financement de l'activité partielle, donc le fait que les salariés, ils travaillaient pas, mais il fallait bien les payer, donc c'est l'État qui a pris en charge. Et puis un mécanisme de fonds de solidarité, donc pour venir en aide aux entreprises. Elles sont fermées, mais elles sont fermées, il y a toujours des coûts. Les entreprises, elles ont des loyers, les salaires, certes, ils étaient pris en charge, mais il y a des coûts fixes qui continuent à courir. Donc il y a un fonds de solidarité, il y a des mécanismes de financement des coûts fixes qui ont été mis en place. Donc tout ça fait à peu près 75 milliards d'impact pour le budget de l'État. Et puis il y a eu de la gestion par l'endettement, donc à la fois le fait que l'État il ait différé le paiement de charges fiscales et sociales, donc à peu près 25 milliards, et puis la mise en place d'un prêt par les banques, mais qui était garanti à 90% pour les plus petites entreprises par l'État. Donc tout ça fait 240 milliards. Aujourd'hui, tout le monde considère, alors les économistes, vous ferez peut-être, pour ceux qui font du doctorat, des études. Est-ce que finalement, le quoi qu'il en coûte a coûté moins cher que ce que ça aurait coûté? C'est extrêmement compliqué. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que tous les observateurs, y compris la Cour des comptes, qui habituellement est plutôt critique des politiques publiques, ont reconnu que ce choix qui a été fait du quoi qu'il en coûte, c'était le choix qu'il fallait faire. Parce qu'en préservant les activités et les emplois, on maintenait la capacité des entreprises à rebondir. Sinon, les entreprises auraient dû se débarrasser de leurs salariés, recruter à nouveau derrière. Et donc on voit que le coût économique, probablement, aurait été supérieur. Mais bon, cela, après, c'est difficile à démontrer. Mais je ne doute pas que des chercheurs feront ce type d'études. En tous les cas, aujourd'hui, il y a ce sentiment unanime. Alors, ça, c'était la crise de la Covid. Donc la crise de la Covid, comme toutes les entreprises se sont arrêtées en même temps, elles sont toutes reparties en même temps. Et ça, c'est vrai pour la France, mais c'était vrai à l'étranger aussi. Et donc il y a eu le développement d'une inflation. Inflation qui était liée à des goulots d'étranglement. À partir du moment où toutes les entreprises, au même moment, demandent un réapprévisionnement de tel ou tel produit, ça a créé des goulots. Vous savez comme moi, offre, demande, déséquilibre, les prix augmentent. Donc développement d'un processus inflationniste qui a commencé en sortie de crise Covid. Puis après est arrivé le 24 février 2021, l'invasion de l'Ukraine, et donc là, une crise qui s'est élargie avec un impact sur l'énergie. Donc la partie énergétique, c'est la partie jaune de cette évolution de l'inflation. Et donc au départ, quelque chose qui était lié à des problèmes d'approvisionnement de goulots d'étranglement. Il y a eu un enchaînement, une amplification avec les problèmes énergétiques. Et derrière, bien évidemment, cette inflation, progressivement, elle s'est diffusée au reste de l'activité économique. Et ce qui fait qu'au-delà de la partie énergétique, les autres secteurs, que ce soit les denrées alimentaires ou les produits manufacturés, ont connu également une inflation. Donc aujourd'hui, il y a une politique monétaire qui est mise en œuvre au travers de l'augmentation des taux directeurs de la Banque centrale européenne, dont l'objectif est de rétablir un niveau d'inflation avec un objectif de revenir aux 2%. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire, alors sous réserve d'un petit à-coup, alors ça c'était avant le week-end dernier, un petit à-coup sur le prix de l'énergie. Bon, là on voit que le contexte actuel géopolitique fait qu'il y a un risque d'augmentation à nouveau du prix de l'énergie, donc on verra comment les choses évoluent. Mais sinon, on est plutôt dans un cheminement qui nous ramènera effectivement à l'objectif de 2% d'inflation d'ici 2025, donc plutôt 2,5% et 3% en 2024 et 2% en 2025. Alors tout ceci a un impact bien évidemment sur l'activité économique. On a vu avant, en sortie de Covid, on avait eu une chute très forte, une reprise très forte. Donc maintenant on est à un niveau d'activité qui est ralenti. On avait 2,5% de croissance en 2022. La prévision de la Banque de France sur 2023, c'est 0,9% et 0,9% sur 2024, donc ce qui n'est pas énorme en termes de croissance. 1,3% en 2025, ce n'est pas non plus une croissance importante. Donc ça pose bien évidemment le problème de la manière dont les entreprises vont se situer dans ce contexte de ralentissement rapide de l'activité.
Alors le point positif, c'est justement cette résilience des entreprises. Au niveau de la Banque de France, dans les années précédentes, on avait les informations sur les entreprises pour celles que l'on cote. À la Banque de France, on fait une cotation des entreprises, on est une agence de notation. La notation ne nous est pas demandée, on l'a fait automatiquement, mais à partir d'un chiffre d'affaires des entreprises de 750 000 euros. Et donc on avait les bilans de ces entreprises, mais 750 000 euros, on couvre la population des PME, des entreprises de taille intermédiaire, mais pas celle des très petites entreprises, décidément il ne veut pas rester, des très petites entreprises qui représentent 90% de la population des entreprises en France. Et donc maintenant, on reçoit directement les bilans par l'administration fiscale, ce qui nous permet d'avoir une vision plus rapide. Avant, il fallait attendre les chiffres de l'INSEE, donc en général avec un décalage de 2 ans ou 3 ans. On a une vision plus rapide de la situation des très petites entreprises. Et donc on a pu produire cet été une étude sur à peu près 1 million de très petites entreprises. Et on voit que, vous avez, c'est en haut à gauche, que l'activité, donc l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises, quelle que soit leur taille, les TPE, les PME ou les entreprises de taille intermédiaire, a été forte en 2022, 13%, 12%, 13,9%. En termes de résultats d'excédent brut d'exploitation, c'est un peu moins favorable pour les plus petites entreprises, mais néanmoins, on a cette dynamique. Donc on avait, je dirais, ce volume d'activité en 2022 a été quelque chose d'extrêmement positif. On voit par contre, sur les chiffres du premier semestre 2023, que ça se ralentit. On a une croissance du chiffre d'affaires qui est d'un peu plus de 4%. Fin août, on était même à 3,8%. Donc on voit bien évidemment qu'on a une réduction de la croissance du chiffre d'affaires. Et 4%, 3,8% ou 4%, c'est donc inférieur au niveau d'inflation. Donc en réalité, ça veut dire que l'activité en volume se réduit pour les entreprises. Donc on a bien cette décélération de l'activité. Quand on regarde la marge, donc leur capacité à générer, à maintenir leur rentabilité, vous avez en haut, en noir, c'est la marge des entreprises actuellement, et en bleu, c'est l'évolution de la marge des entreprises dans la crise énergétique des années 70. Donc où il y avait eu un impact extrêmement significatif, une baisse de 4 points du taux de marge des entreprises. On n'a pas du tout ce phénomène actuellement. Et au contraire, on a des marges des entreprises. Donc sur 2021, ça s'était amélioré, mais ça, c'est l'effet des soutiens publics. Mais sinon, sur 2023, 24, 25, on a en moyenne un taux de marge qui se maintient. Derrière, bien évidemment, il y a des situations différenciées. Il y a des secteurs qui sont plus des entreprises qui sont plus en capacité de répercuter l'augmentation des prix de leurs coûts vis-à-vis des clients et d'autres moins. Donc il y a des entreprises qui ont eu des problèmes de maintien de leur marge. Mais globalement, on a une situation favorable en termes de taux de marge des entreprises. Quand on regarde, j'ai dit que dans le quoi qu'il en coûte, il y avait l'endettement. Donc l'endettement, il y a notamment alimenté par la distribution des prêts garantis par l'État. Donc il y a 140 milliards de prêts qui ont été distribués par les banques, qui sont concentrés. Donc c'est le pic bleu essentiellement sur 2020 au moment de la Covid. Ceci a alimenté une augmentation de l'endettement. C'est ce que vous avez dans le tableau en haut à droite. En bleu, vous avez l'augmentation de la dette. En rouge, la trésorerie. Et en vert, l'augmentation de l'endettement net. Ce que l'on voit en 2021, c'est que vous avez 219 milliards d'augmentation de la dette. Donc ça, c'est les PGE plus le fait qu'il y a des grandes entreprises qui ont utilisé des lignes de liquidité qu'elles avaient auprès des banques. Mais on voit que cet endettement, il a alimenté très largement la trésorerie. Vous avez pratiquement le même montant d'augmentation de la trésorerie. Ce phénomène, on le retrouve alors de moindre ampleur en 2021. 2022, c'est un petit peu différent parce que, bien évidemment, on a un endettement qui continue d'augmenter. J'y reviendrai en évoquant les questions de financement. C'est lié au fait qu'il y a une dynamique de l'investissement qui se poursuit. Mais par contre, la trésorerie, elle commence à être consommée. Et ce phénomène, on le retrouve amplifié en 2023. Ça, c'est les chiffres à fin avril. Mais les chiffres de mai-juin se continuent. On voit que la trésorerie, elle baisse. Parce que les entreprises avaient effectivement de la trésorerie, mais progressivement, elle est consommée. Et donc, ça diminue.
Sur les prêts garantis par l'État, donc 143 milliards qui ont été distribués, les remboursements aujourd'hui se passent de manière satisfaisante. À fin juin, il restait 78 milliards. Et avec, par catégorie d'entreprises, c'est les différentes couleurs, des proportions à peu près équivalentes. Il y a des grandes entreprises qui ont fait des remboursements anticipés cet été, donc leur taux, leur proportion est maintenant moindre par rapport aux prêts octroyés. Mais enfin, globalement, il n'y a pas de différence significative, décidément. Il y a un problème de connexion. Il n'y a pas de différence significative, c'est revenu tout seul. Il n'y a pas de différence significative selon les types d'entreprises. Sur la situation des entreprises, ce que l'on voit, c'est l'étude qu'on a publiée cet été. Donc vous avez en haut les TPE, PME et en bas les ETI. On voit qu'on a des niveaux de trésorerie, alors certes qui baissent sur 2022, mais qui sont nettement plus élevés qu'avant crise. Donc c'est bien ce phénomène que malgré la crise, et grâce en grande partie, bien évidemment, au soutien de l'État, grâce au fait que post-Covid, enfin post-premier confinement, il y ait une reprise rapide d'activité, la situation de trésorerie des entreprises reste confortable, quelle que soit la catégorie des entreprises, même si on voit un début de dégradation. C'est la même chose pour l'endettement. L'endettement, certes, il a augmenté, mais on voit que alors sur les TPE, on n'a pas un historique long, puisque comme je l'ai dit, on exploite les bilans que depuis récemment. Mais on voit bien que l'endettement qui avait pu augmenter, il tente à se réduire parce que justement les entreprises, alors peut-être que si j'active, ça fera revenir. Non, si. Faut que je fasse bouger en fait. Donc on voit, je vais revenir en arrière. Donc on voit que l'endettement, donc, qui est mesuré par l'endettement financier rapporté aux capitaux propres, il tente à se réduire parce que les entreprises ont été en mesure de dégager des résultats. Donc il y a un renforcement en fait de la structure financière des entreprises comparé à la situation d'avant-crise, puisqu'on voit que le niveau d'endettement, il tend à être à un niveau plus faible finalement que la situation d'avant-crise. Quand on regarde la situation, on en parle beaucoup dans la presse, des défaillances. D'abord, quand on parle des défaillances, il est important, moi j'y suis très attaché, et là aussi vous pourrez voir, on a publié une étude récemment dans un bulletin de la Banque de France qui met en perspective en fait les défaillances. Vous entendez toujours dans la presse, c'est catastrophique, les défaillances, ça augmente de 50%, il y a 50 000 défaillances. En réalité, quand on parle des défaillances, il faut regarder l'évolution en fait des entreprises. Vous avez aujourd'hui, si vous prenez le registre du commerce, donc les sociétés, vous avez en 2022 550 000 créations d'entreprises. Il y a beaucoup de micro-entreprises, mais 550 000. Vous avez un peu plus de 300 000 radiations, c'est-à-dire des gens qui cessent leur activité. La moitié, c'est des radiations volontaires, des gens qui disent j'arrête, l'entreprise ne marche pas, j'arrête, je peux payer mes dettes, je les paye et j'arrête l'activité. Et vous aviez 40 000 défaillances. Donc vous voyez que en proportion, certes, les défaillances... Non, j'étais sur les retards de paiement. Voilà, j'avais anticipé. Donc les défaillances, elles augmentent, mais il faut regarder par rapport à cette situation globale. Et puis, le point, par contre, moins positif, c'est que les défaillances, elles touchent des entreprises de taille plus importante. Donc effectivement, on a une augmentation des défaillances, on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise. Je ne sais pas si on voit forcément, mais vous avez un trait rouge qui est la moyenne. Donc on n'est pas revenu à la moyenne antérieure, mais néanmoins, les défaillances aujourd'hui touchent des entreprises de taille plus importante. Donc vous avez un impact sur l'emploi qui est plus important qu'avant-crise. Ce qui est important aussi par rapport aux défaillances, c'est la capacité d'utiliser les procédures préventives, donc auprès des tribunaux de commerce, les procédures amiables, les mandats ad hoc. Donc c'est le schéma que vous avez en bas à gauche. Donc il y a un recours plus important. On avait un peu plus de 3300 procédures en 2022. Les chiffres si on extrapole les chiffres sur les 8 premiers mois, on aura à peu près l'équivalent cette année, mais ça reste extrêmement faible et on constate que lorsqu'il y a des défaillances, souvent la défaillance, l'entreprise passe directement en liquidation, même si du coup les procédures préventives conservent leur efficacité, mais il n'y a pas forcément un recours. Il a vraiment envie de bouger toutes les 30 secondes.
Alors, voilà, j'avais devancé. Je reviens juste en arrière. J'ai passé sur les retards de paiement. Quand on regarde la situation du financement des entreprises, et je reviendrai au financement bancaire, il faut avoir en tête que ce n'est pas la première source de financement des entreprises. La première source de financement des entreprises, c'est le crédit fournisseur. Crédit fournisseur, c'est à peu près 750 milliards. Les crédits de trésorerie accordés par les banques, c'est la moitié. Donc en fait, il y a une masse très importante de financement qui se fait par le crédit que font les entreprises dans leurs activités de clients fournisseurs. Donc c'est quelque chose que l'on surveille de manière très, très attentive. Donc il y a une législation qui donne des règles, et donc on mesure les retards par rapport à une législation. Et donc en France, c'est la courbe rouge. On est à peu près à 12 jours de retard de paiement, donc c'est un peu mieux que la moyenne européenne, mais en Allemagne et aux Pays-Bas, on est à 5 jours de retard. Quand je dis retard, c'est des gens qui ne respectent pas la loi. Et on a une situation qui s'était détériorée pendant la crise Covid, qui s'est améliorée. Là, on a une petite remontée. À la fin du premier semestre, on était remonté un petit peu. Et on voit qu'il y a il y a des éléments positifs et négatifs, comme dans beaucoup de situations. C'est-à-dire qu'on a la moitié des entreprises qui payent qui payent dans les délais. Mais on a surtout des grandes entreprises dont la situation se dégrade. Et il y a également une petite dégradation chez les plus petites entreprises. Au niveau de la Banque de France, on est attentif à ce sujet-là parce que dans les travaux, donc il y a un observatoire des délais de paiement on estime à 12 milliards la trésorerie qu'il manque aux plus petites entreprises du fait des retards des plus grands. C'est la raison pour laquelle on a décidé au niveau de la Banque de France, donc je vous ai dit tout à l'heure, on cotait les entreprises, et donc on a décidé depuis l'année dernière d'intégrer les comportements de paiement dans notre cotation des entreprises. C'est-à-dire pour l'instant, on le fait sur un peu moins de 1700, on l'a fait sur un peu moins de 1700 entreprises, donc les entreprises les plus grandes et les mieux notées. Et si on constate, après échange, discussion avec ces entreprises, qu'elles ont des délais de paiement qui ne s'expliquent pas, enfin des retards de paiement qui ne s'expliquent pas, on dégrade leur cotation d'un cran. Donc on a dégradé l'année dernière à peu près 10% de ces 1700 entreprises. Donc c'est quelque chose qu'on continue en 2023. On a élargi notre échantillon. Ça doit être 3000 ou 3500 entreprises qui sont concernées cette année. Je n'ai pas encore les chiffres, mais enfin l'idée, c'est bien de continuer à dégrader la cotation des entreprises qui ne paieraient pas dans les délais. Donc globalement, des entreprises qui sont résilientes. Et si on regarde ensuite la manière dont le financement se fait aujourd'hui, donc le financement, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait financement par le crédit fournisseur. Le reste, c'est soit des financements de marché, ça c'est plutôt les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, et le financement bancaire. Ce qu'on a vu dans la période récente, c'est l'évolution, la courbe bleue que vous avez à gauche, c'est les financements bancaires, et la courbe rouge, c'est les financements de marché. Il ne veut pas rester longtemps. Faut parler plus vite. Et donc, ce qu'on a constaté, c'était un basculement, et surtout de la part des grandes entreprises, on le verra après dans les chiffres d'évolution de croissance des financements, c'est-à-dire que les banques ont répercuté moins rapidement les évolutions de taux. Donc c'est ce que vous avez à droite. Vous avez les financements de marché, c'est la courbe violette, qui ont augmenté plus rapidement que les financements bancaires. Et donc il y a beaucoup de grandes entreprises qui se sont tournées vers les financements bancaires au détriment des financements de marché, ce qui explique l'évolution à la baisse. Alors que je revienne là, voilà. Donc après, quand on regarde le taux de croissance, on a un taux de croissance qui reste positif. Alors il continue de baisser. À fin août, on est tombé à 3, on doit être à 3,5 de mémoire, 3,6% au total. Donc vous avez la croissance très forte des grandes entreprises. Donc là, c'est le phénomène que j'évoquais de basculement vers les crédits bancaires. Mais on a des taux de croissance qui restaient soutenus pour les différentes catégories d'entreprises.
mais qui se réduisent progressivement. Mais ça, c'est assez cohérent, bien évidemment, avec une activité qui se réduit, avec une prévision de croissance qui se réduit. Ce serait anormal d'avoir une croissance du crédit de 10% avec une croissance de l'économie de 1%. Donc cette évolution, bien évidemment, elle est conforme. Ce qui est important de noter, et c'est un élément qui explique aussi la résilience des entreprises, c'est qu'une grande partie des crédits, donc c'est ce que vous avez à gauche dans la couleur, sont des crédits à taux fixe. À la différence de ce qui se fait. Alors pour les crédits à l'habitat, au particulier, c'est 98-99%, ce qui crée la solidité du marché immobilier en France, du crédit à l'habitat, mais c'est aussi vrai très largement pour les entreprises. Ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres pays européens, où il y a beaucoup de crédits à taux variables. Et donc l'augmentation des taux se répercute directement pour les entreprises. Alors que quand vous êtes à taux fixe, c'est que le nouveau crédit qui va supporter le nouveau taux. Donc on a un effet d'amortisseur lié au fait que les crédits sont accordés à taux fixe. Et c'est ce que vous avez à droite, vous avez des crédits qui sont à maturité relativement longue. La majorité des crédits sont entre 1 et 5 ans. Donc là encore, l'augmentation des taux, dès lors qu'il est à taux fixe, le nouveau taux, ce sera quand l'entreprise va renouveler son crédit ou va prendre un nouveau crédit. Donc cet effet d'amortisseur, il est positif. Bien sûr, derrière, c'est aux banques de gérer cette situation de taux, mais en tous les cas, les entreprises n'ont pas un effet immédiat lié, sauf celles qui vont sur les marchés, et c'est pour ça que les grandes entreprises se sont reportées vers les financements bancaires, parce que ça coûtait moins cher. Quand on regarde, et c'est des statistiques que l'on fait tous les trimestres, la demande de crédit, donc vous avez à gauche, c'est la demande de crédit d'investissement, à droite, la demande de crédit de trésorerie. Donc on a une demande de crédit qui s'est maintenue dans la période, et que l'on voit dans l'évolution des chiffres des crédits d'investissement. Vous voyez que la dynamique des crédits, elle est portée principalement par les crédits d'investissement. Ça veut dire que les entreprises, malgré les différentes crises, ont continué à investir. À droite, vous avez les crédits de trésorerie. Alors, vous avez une pointe très forte 2020. Ça, c'est la distribution du PGE. Les entreprises, un grand nombre d'entreprises qui habituellement ne venaient pas demander du crédit, sont venues chercher des prêts garantis par l'État. Donc, ce qui fait qu'on est passé d'environ 10% des entreprises qui demandaient des crédits de trésorerie, on est monté à presque 40% de demandes. On est maintenant revenu. Alors on ne voit pas forcément, mais on est maintenant revenu à des niveaux relativement faibles. Et les TPE, qui sont la courbe la plus claire, donc, que vous ne devez pas voir, mais qu'on devine, on est revenu à des niveaux de demande très, très, très inférieurs en fait, à la période d'avant-crise. Et on est dans une situation de décroissance en réalité qui s'est accélérée. Si on prend les chiffres à fin août, on doit être à moins 4,5%. On a des crédits de trésorerie qui sont en décroissance parce qu'on est en phase de remboursement de ces 140 milliards de PGE qui ont largement alimenté la trésorerie des entreprises. Quand on regarde le taux d'obtention, il reste donc à gauche, c'est sur les crédits d'investissement, à droite les crédits de trésorerie, il reste également très, très, très bon. La courbe qu'on voit là moins, c'est les très petites entreprises. Donc on était à fin d'année dernière à 75% de taux d'obtention. Donc les entreprises qui demandent un crédit de trésorerie, dans 75% des cas, elles l'obtiennent. Il y avait une baisse au premier trimestre, donc ce qui fait d'ailleurs que la ministre des PME avait demandé à l'observatoire que je préside de produire un rapport pour voir quelle était la situation, ce qu'il fallait faire. On s'est remonté à 75% au deuxième trimestre, donc il faudra voir l'évolution. La conclusion du rapport qu'on a publié la semaine dernière, il part du constat que je vous ai présenté, une résilience des entreprises, un accès au financement qui se maintient, des dispositifs d'accompagnement qui sont importants, des outils à disposition des entreprises qui sont importants. Ce que l'on constate principalement, c'est que, et surtout quand on parle de très petites entreprises, souvent elles ignorent ces dispositifs parce que quand on parle de très petites entreprises, c'est le commerçant, l'artisan qui n'a pas forcément les outils, qui n'a pas d'équipe avec lui, et donc c'est bien évidemment plus difficile. Et on l'a vu dans la crise, dans la crise Covid, le ministre avait dû donner instruction au préfet d'aller au-devant des entreprises pour leur expliquer vous avez droit à des subventions. La crise de l'énergie énergétique, ça a été également le cas.
le bouclier tarifaire qui avait été mis en place. Au démarrage, il y avait qu'à peu près 30% des bénéficiaires qui étaient venus l'utiliser. Donc là encore, les préfets ont dû aller chercher, enfin les services des préfets, aller au-devant des entreprises pour leur dire attention, vous avez droit à ceci ou ceci, enfin de la subvention. Mais voilà, donc il y a un problème de connaissance de la part de ces entreprises, donc ce qui peut expliquer parfois des difficultés. Alors, les entreprises sont résilientes, le financement il est largement assuré parce qu'on a des banques solides. Alors moi j'aime bien rappeler, parce qu'on dit souvent, oui les banques elles prêtent pas. Mais comme on le voit, et vous le savez, dans un bilan, vous avez les crédits, donc les banques elles font des crédits, crédits aux particuliers, crédits à la consommation, crédits à l'habitat, elles font les crédits aux entreprises, mais elles font ces crédits avec des ressources. Et les principales ressources, ce sont les dépôts. Donc les banques ne font que prêter des dépôts de leurs clients à d'autres clients qui empruntent, dépôts des particuliers, dépôts des entreprises. Alors, elles complètent par du financement de marché selon les situations, mais le principe, c'est bien que les crédits, ils viennent des dépôts. Donc ça explique bien évidemment qu'une banque, elle ne peut pas faire n'importe quoi, sauf si, bien évidemment, vous souhaitez que vos dépôts ils disparaissent. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Et c'est la raison pour laquelle donc, il y a une autorité, la CPR, qui est chargée de veiller à ce que les banques gèrent bien cette situation où ce sont elles qui prêtent sur la base des dépôts. Ce sont elles, ce n'est pas mentionné ici, qui gèrent le risque de taux. À partir du moment où une banque, 98% des crédits à l'habitat, c'est du taux fixe, 60% des crédits aux entreprises, c'est du taux fixe, c'est la banque qui gère ce risque de taux, parce qu'elle, elle se finance une partie à taux fixe, les dépôts qu'elle ne rémunère pas, sauf si elle fait des comptes à terme, le livret A qu'elle rémunère, mais du coup on l'a plafonné, donc il n'est pas rémunéré au prix de marché. Après, elle va chercher des ressources sur le marché. Bon. Donc ça a un coût. Alors qu'elle prête, c'est quand elle fait un crédit à l'habitat à 25 ans, le prix il est décidé au moment où vous signez votre contrat et ça vaut pour toute la durée du prêt. Sauf si les taux baissent, vous avez le droit de renégocier, ce qui a été fait largement dans les années passées. Mais sinon, c'est la banque qui va gérer aussi le risque de taux. Donc la banque, elle gère à la fois le risque que le client il ne rembourse pas, et donc ça met en péril sa capacité de rembourser ses dépôts, et il gère aussi le risque de taux. Il y a d'autres types de risques, mais pour parler du financement, je me limiterai à cela. Donc il est important, bien évidemment, d'avoir des banques solides. Alors les banques, elles sont solides, je dirais, au travers de différents agrégats qu'on peut regarder. Elles sont solides du fait nous on appelle, un peu pompeusement, le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle diversifié. C'est-à-dire qu'une banque, c'est une entreprise. Donc, une entreprise, pour qu'elle vive à moyen terme, long terme, il faut qu'elle soit rentable. Sinon, si elle n'est pas rentable, elle meurt. Une banque, c'est pareil. Et pour être rentable, il vaut mieux avoir une activité diversifiée dans plusieurs domaines qu'une activité concentrée sur un domaine particulier. Une banque qui va faire que du crédit à l'habitat, même si le crédit à l'habitat est sûr, une banque qui va faire que du crédit aux entreprises, etc. Et donc les banques françaises ont un modèle diversifié. Donc vous avez la ventilation, alors qui est largement influencée par les banques mutualistes qui ont une forte composante de banque de détail. Mais les banques, elles ont à la fois des activités dites de banque de détail, donc de prêts et de services aux particuliers, de banques de financement, mais aussi des filiales d'assurance, que ce soit de l'assurance vie où elles sont très présentes. À peu près plus de 60% du marché de l'assurance vie est fait par des filiales de groupes bancaires. Et elles se développent également beaucoup en assurance dommage, plus des activités de gestion d'actifs. Donc cette diversification permet d'assurer une rentabilité régulière qui reste néanmoins, quand on compare, c'est le graphique de droite, la rentabilité des actifs. Donc la France, les banques françaises, c'est le bleu le plus foncé, qui est plutôt inférieur aux autres pays. Mais ça, c'est, je dirais, le fait par contre d'avoir une rentabilité, et on le voit, qui présente moins d'à-coups. Parce que cette diversification, à un moment donné, les banques vont moins gagner sur la banque de détail, elles vont plus gagner sur l'activité de marché, puis après ça va être sur l'assurance, etc. Donc le fait d'avoir une diversification permet d'avoir une rentabilité plus stable.
dans la rentabilité, il y a la marge d'intérêt. La banque, elle prête ses ressources, donc qui ont un coût, et elle prête donc avec un taux d'intérêt. Et donc un des premiers éléments de rentabilité, c'est la marge. Le deuxième, ça va être les commissions. La marge d'intérêt, on voit aujourd'hui, elle souffre. Vous voyez qu'elle baisse très fortement sur le début d'année. C'est lié au fait qu'on a en France, c'est la contrepartie finalement des avantages donnés aux clients, on a des crédits, comme je l'ai dit, essentiellement à taux fixe. Donc le coût des ressources des banques augmente avec l'augmentation des taux. Par contre, la rentabilité de l'actif, il augmente moins vite, puisqu'il va augmenter le jour où la banque va faire un nouveau crédit. Mais les crédits anciens, si la banque a fait en 2020 un crédit à 25 ans à l'habitat, si elle a fait du 1%, c'est 1% pendant 25 ans. Elle ne peut pas le changer. À l'inverse, par contre, le client, s'il avait eu un crédit en 2020 à 2,5%, 3,5% avant, il a le droit de renégocier à la baisse. Donc c'est les banques qui supportent ce risque-là. Donc leurs ressources augmentent plus vite que leur crédit. Il y a un autre phénomène de plafonnement, puisqu'il y a ce qu'on appelle, on en a beaucoup parlé, vous avez dû voir ça dans la presse, ce qu'on appelle le taux de l'usure, c'est-à-dire le taux maximum auquel les banques peuvent prêter. Ça, c'est fait pour protéger le client, pour protéger l'emprunteur, pour éviter les situations de surendettement. Mais ça limite la capacité de niveau de taux qu'accordent les banques. Et puis vous avez une partie spécificité française, l'épargne réglementée, donc les livrets, notamment le livret A, et donc dont la rémunération est fixée et est indexée d'une certaine manière à l'inflation. Là d'ailleurs, on a décidé de geler finalement cette indexation pour les 18 mois à venir. Il y a un recours qui est formé, on verra. Donc ce qui, bien évidemment, a pour effet de limiter l'effet. Mais sinon, il y avait un effet mécanique d'augmentation. Et donc, ce qui explique que les banques françaises ont une marge d'intérêt qui augmente, qui est moins favorable comparé à ce qu'il y a dans les banques européennes. Donc on voit que les résultats des autres banques européennes ont été plus favorables, ce qui fait que vous voyez défiler toute une série de pays, hier c'était la Belgique, qui veulent faire des taxes sur les surprofits des banques, en disant les banques elles s'enrichissent parce qu'elles répercutent très vite le coût du financement sur les crédits, mais pas assez vite sur les dépôts. Donc elles augmentent leur marge. Et donc les États veulent le taxer. Donc, vous avez l'Espagne, le Portugal et la Belgique. Il y a des amendements en France aussi, mais bon, ça, il y en a chaque année pour taxer les surprofits. Mais en réalité, les banques françaises ne bénéficient pas de ce phénomène. Alors elles vont en bénéficier progressivement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les nouveaux crédits se feront au taux actuel, la marge va augmenter. Mais l'année 2023 et le début d'année 2024 sera moins favorable. D'autant plus que les banques françaises, c'est ce que vous avez à droite, ont ce qu'on appelle un coefficient d'exploitation, donc le rapport entre leurs frais généraux et leur chiffre d'affaires, qui est, leur PNB dans le jargon bancaire, qui est plus élevé que dans les autres pays. Ça, c'est la conséquence très largement du fait qu'on a en France des réseaux de proximité. C'est-à-dire que vous avez des banques, je ne sais pas, dans Montpellier, vous devez balader dans les rues principales, j'imagine qu'il doit y avoir 4-5 guichets bancaires, agences bancaires. Même si les banques dans les centres-villes ont eu tendance un petit peu à réduire, mais le nombre d'agences a été beaucoup moins réduit en France comparativement à ce qui se passe dans d'autres pays. Et donc il y a le maintien de réseaux de proximité qui explique, en partie, il n'y a pas que ça, mais qui explique le fait qu'il y ait le poids des coûts qui soit plus élevé en France que dans les autres pays. Mais c'est le choix aussi de la proximité et c'est aussi l'avantage finalement d'avoir un système bancaire qui soit à proximité des clients, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Par contre, dans la gestion des risques, j'ai dit que les banques, elles prenaient le risque lié au fait que la banque, elle va prêter à un client. Le risque, c'est que le client ne soit pas en mesure de rembourser. Donc, c'est ce qu'on appelle des prêts non performants dans le jargon. On voit que les prêts non performants des banques françaises se sont réduits, d'abord n'ont jamais été très élevés, et se sont réduits très fortement au cours des années précédentes, contrairement à ce qu'il peut y avoir dans un certain nombre de pays type Espagne ou Italie où il y avait des taux très élevés, ou la Grèce, j'en parle même pas. Et donc on a ce qu'on appelle le coût du risque, donc le coût que représente le défaut, donc le provisionnement que va passer la banque en France, qui est resté extrêmement faible. Alors il y a eu une pointe sur la crise de 2008, il y a eu une petite pointe en 2020, mais on voit que c'est resté extrêmement faible,
à l'inverse des autres pays qui ont connu des pics beaucoup plus élevés. Et donc on a une maîtrise des risques. Donc vos dépôts sont correctement gérés. Et donc vous pourrez demain matin, parce que maintenant c'est fermé, enfin vous pouvez passer au distributeur, mais vous pourrez les récupérer sans problème. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui est surveillé par l'ACPR. Alors on le fait avec la Banque Centrale Européenne, puisque maintenant c'est elle qui assure le contrôle des grandes banques. Mais c'est bien évidemment, ce sont des indicateurs que l'on suit, et donc ils sont extrêmement positifs, bien évidemment, sur la solidité des banques françaises, puisque c'est le risque qu'à un moment donné, les crédits ne soient pas remboursés, et donc qu'elles dégagent des pertes. Et donc on voit que ce risque, il est extrêmement limité aujourd'hui. On mesure également la solidité par les fonds propres, hein, donc le capital dont disposent les banques. Donc dans le jargon bancaire, c'est ce qu'on appelle le CET1. Et donc on voit que ce capital des banques, il s'est fortement renforcé depuis la crise de 2008-2009. Alors là, il s'est un petit peu réduit parce qu'il y a eu quelques petits accidents. La Société Générale qui a vendu sa filiale russe notamment. Donc ça a eu un petit effet. Mais sinon, globalement, on a cette croissance très forte, donc de renforcement de la structure financière des banques, et qui évolue très favorablement par rapport à ce que vous constatez par rapport aux autres pays. Alors vous voyez que les Nordiques, la courbe bleu ciel est beaucoup plus élevée, mais en fait derrière, ce sont des systèmes bancaires qui sont plutôt plus monoactivité. Et donc à partir du moment où vous êtes diversifié, vous avez moins de risques, puisque si vous êtes monoproduit, si le produit a un problème, vous êtes mort. Enfin, vous êtes en grande difficulté. Alors que quand vous êtes diversifié, comme on l'a vu pour les banques françaises, vous pouvez compenser, selon les années, la rentabilité de telle ou telle activité. Donc on a des ratios, les banques françaises ont des ratios qui sont globalement meilleurs que dans les autres pays européens ou les grands pays auxquels on peut se comparer. Dernier aspect, et pour terminer, avant de vous laisser la parole pour des questions, la solidité des banques, c'est aussi leur capacité à se financer. Les banques, elles se financent. Et donc vous avez à gauche, la structure de financement. Hein, donc avec une grande partie de financement par les dépôts. Bon, vous avez également les financements de marché, bien évidemment, mais le fait d'avoir une répartition des financements fait que vous êtes plus solide. Il y a eu récemment la crise des banques régionales américaines. Le problème des banques régionales américaines, c'est que leurs dépôts étaient très concentrés sur une catégorie de clientèle. Les dépôts des banques françaises, ils sont extrêmement diversifiés. C'est l'ensemble de leurs clients, donc c'est les 60 millions de Français, enfin un peu moins, encore que maintenant tout le monde a aussi un livret dès la naissance. Mais en tous les cas, il y a une grande diversification des ressources. Donc il y a moins ce risque qu'à un moment donné, les ressources partent. Dans toutes les crises que l'on a traversées, il n'y a jamais eu de fuite des dépôts en France. La plus grande crise récente, la vraie crise récente, c'est le LCL, donc l'ancien Crédit Lyonnais, il y a plusieurs années. Après, en 2008, il y a eu cette crainte, mais il y a eu le discours du président de la République qui a dit « Je vous garantis tous vos dépôts », s'il n'y en avait aucunement la possibilité, mais c'était un message politique. Mais en tous les cas, la diversification des ressources est bien évidemment la meilleure garantie possible. Et donc ça, c'est quelque chose, bien évidemment, que l'on suit aussi attentivement. Et puis, dernier point, c'est la structure de liquidité. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'à tout moment, la banque soit en mesure d'assurer les retraits normaux de ses déposants. Et donc, on impose aux banques des normes, des ratios de liquidité. Et donc, vous avez ici la situation de liquidité. Donc le niveau, il doit être de plus de 100%. Et donc on voit que les banques françaises sont largement, donc là c'est la moyenne des 6 grands groupes bancaires, sont largement au-dessus de ces chiffres-là. Donc on a à la fois une situation, je dirais, de diversification qui fait qu'on a une rentabilité récurrente qui est assurée, une structure de financement qui est diversifiée, et des niveaux de risque qui sont extrêmement faibles, avec en face des capitaux qui sont suffisamment importants pour absorber des chocs. Ce qui fait que
en tant que secrétaire général responsable de ce qu'on appelle, je vous ai dit au début, la résolution, c'est-à-dire gérer les crises, je dors sur mes 4 oreilles, puisqu'en fait, les banques sont tellement solides que je n'ai aucune perspective de mettre en résolution une banque. C'est défini, donc c'est pas grave. Sauf si je dois revenir en arrière, s'il y a des questions par rapport à des slides. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir sur la situation à la fois de nos entreprises, du financement et des banques. Ça ne veut pas dire, une fois que j'ai dit ça, qu'il n'y a pas des problèmes. Il y a des entreprises, bien évidemment, qui peuvent avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il y a différents dispositifs. C'est pour ça que la médiation du crédit que j'ai mentionné existe. Des banques qui se voient refuser du crédit peuvent venir à la médiation. On a aussi de moins en moins de travail parce qu'en fait, il n'y a pas aujourd'hui de sujet. Mais voilà, donc il y a des dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics pour gérer les situations plus délicates qui peuvent exister, bien évidemment, dans tout fonctionnement économique. Mais on est aujourd'hui progressivement revenu, même s'il y aura encore probablement des aides sur la partie énergétique, surtout si on a une augmentation dans les semaines qui viennent à nouveau des prix de l'énergie. Il y aura, je dirais, des dispositifs d'aide qui devraient être maintenus, mais on n'est plus du tout dans la politique du quoi qu'il en coûte qu'on a connue pendant la période de la Covid. Et donc on revient dans un fonctionnement plus normal, plus libre de l'économie, où il y a des entreprises qui se créent, des entreprises qui disparaissent. Et c'est finalement relativement sain. Après, il faut gérer, bien évidemment, les conséquences de ces difficultés. Je vais m'arrêter là et vous laisser la parole pour les questions que vous pourriez avoir sur ces aspects ou je dirais tout autre type de questions d'intérêt que vous auriez. Oui. C'est le signal. On a à peu près revenu à chaque fois. On va passer, et puis merci d'avoir pu jongler comme vous l'avez fait avec l'image. Je suis vraiment désolé. On va passer aux questions. Donc on peut se laisser un temps. Apprendre à allumer, ça c'est pas mal. Voilà. Bonjour. Commencer, merci pour cette présentation. Je voulais vous demander, dans votre présentation au début, vous montrez les défaillances des entreprises par rapport à leur taille, mais est-ce qu'on sait lesquels secteurs d'activité sont les plus touchés ou les moins touchés ? Alors ça, vous retrouverez le détail. On publie tous les mois des statistiques. En fait, quand on regarde la répartition aujourd'hui des défaillances par secteur, il n'y a pas de différence en proportion par rapport à ce qu'il y avait avant crise Covid. Donc, les écarts sont très faibles. Donc après, les défaillances, elles ont pu toucher. Donc ça, c'est quand on regarde 2019 à la situation 2023. Après, le rythme selon les secteurs a pu être différent. Vous avez le secteur de la restauration qui a été fortement impacté au début, qui s'est un peu stabilisé, même s'il garde aujourd'hui des problèmes, qu'il y a toujours des problèmes de recrutement. Vous avez aujourd'hui plutôt le secteur de la construction, bâtiment, enfin toute la filière liée à la construction qui est affectée, y compris les agences immobilières, etc.
Mais globalement, on est aujourd'hui, quand on regarde la photo 2023 comparée 2019, il n'y a pas de différence sectorielle. Après, il y a des évolutions qui sont différentes. Vous avez des secteurs qui peuvent être affectés par la situation conjoncturelle. Ça va être le bâtiment lié à tous les problèmes de logement. Mais vous avez par exemple le commerce de détail de l'habillement. Ça, c'est lié au fait qu'il y a des changements de comportement des consommateurs. Et donc, et c'est ça qui explique d'ailleurs dans les impacts emploi, c'est essentiellement ce secteur-là. Vous avez entendu toutes les entreprises qui ont pu être défaillantes dans les mois précédents, qui alimentent les statistiques de défaillance et surtout les impacts en termes d'emploi. On a aujourd'hui, en termes d'emploi, on est revenu on a des impacts d'avant-crise. On est sur un niveau d'impact d'emploi qui est supérieur, mais on est à peu près à 150 000 emplois concernés par les défaillances, alors qu'on était plutôt à 120 000 avant crise. Et c'est lié Alors dans les défaillances, dans les 50 000, 90%, c'est des toutes petites structures. Mais par contre, il y a une augmentation importante de taille plus importante, et donc avec cet effet emploi. Ça ne veut pas dire que les petites entreprises, il n'y a pas d'effet, mais bien évidemment, quand vous avez une micro-entreprise qui a soit auto-entrepreneur, soit un seul salarié, l'impact il est important pour l'entrepreneur concerné, mais globalement pour l'économie, c'est beaucoup moins. Bonsoir. J'avais une question par rapport au fait que vous avez dit que dans le secteur immobilier était plus touché que les autres. Il y a une raison qui fait qu'il soit un peu plus touché par rapport aux autres ou pas? Le problème de la construction, il cumule plein de difficultés. Il cumule le fait qu'il y a eu l'augmentation des coûts d'approvisionnement. Donc lorsque vous allez conclure un marché, vous le faites en fonction du prix de vos produits à ce moment-là. Si le prix des produits, le jour où vous allez réellement vous approvisionner, ils ont augmenté de 30-40%, vous avez un problème. Donc c'est un secteur qui a subi de plein fouet les difficultés liées à l'augmentation rapide des coûts d'approvisionnement. Il supporte en plus, comme beaucoup d'autres secteurs, bien évidemment, des questions d'énergie. C'est un secteur qui a également des problèmes de recrutement. Et puis c'est un secteur qui est, on dit, l'adage, quand le bâtiment va, tout va, et donc quand ça va moins bien, ça va moins bien, et donc qui subit le ralentissement économique. Après, il y a les problèmes d'offres de logements. Il n'y a pas d'adaptation. Si on prend le marché immobilier résident, pour les particuliers, les prix avaient beaucoup augmenté. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut emprunter, ça coûte plus cher, mais les prix n'ont pas baissé. Donc il n'y a pas eu d'ajustement. Donc les agences immobilières, ça se répercute, etc. Donc on a un secteur en fait qui est globalement affecté par qui cumule en réalité les différents problèmes qui se posent. Merci. Oui, je vais donner le micro là. J'arrive. Bonjour, je voulais savoir si la hausse continuelle des taux, ça allait avoir un impact sur les entreprises. Financement, qui allait peut-être se tourner vers. Est-ce que les entreprises vont pas se tourner vers d'autres sources de financement comme les taux ils augmentent quoi? Quelles autres sources de financement? Par exemple. Le problème, c'est d'abord les taux ils augmentent. Ils augmentent rapidement, mais les plus anciens sont plutôt par là, ont connu des taux de 10-12%. Donc 4-5%, c'est rien. Ce qui change, c'est que tout le monde a été habitué pendant longtemps à être dans une situation de taux bas. Même il y a quelques mois, des gens de la Banque de France venaient expliquer des taux négatifs, une aberration. Vous empruntez, on vous donne de l'argent. C'est un peu contraire à tous les concepts économiques que vous avez pu étudier. Donc on a aujourd'hui une situation de taux qui est liée au taux d'inflation. Donc ça se répercute sur les entreprises, donc ça coûte plus cher. Donc ça va effectivement affecter leur coût de fonctionnement, même si, comme je l'ai dit, le fait qu'on ait des crédits à taux fixe, l'impact
se diffuse lentement. Après, les sources alternatives, c'est aller sur les marchés, ça c'est pour les grandes entreprises, ça coûte la même chose. Après, vous avez ce qu'on appelle le financement participatif. Mais le financement participatif, ça coûte plus cher. L'avantage des financements alternatifs, c'est que vous obtenez l'argent plus rapidement. Il n'y a en général pas de garantie, mais le taux de sélectivité est tout aussi élevé et le taux qu'un crédit bancaire et les taux d'intérêt pratiqués sont plus élevés. Donc les sources alternatives, en réalité, coûtent plus cher que les financements bancaires. Mais par exemple, pour les petites entreprises, est-ce qu'on ne va pas voir un ralentissement économique du fait de cette hausse ? Le ralentissement économique, on le voit. Hein, si vous reprenez la prévision Banque de France, on était à 2,6 ou je sais plus de 8 en 2022, 0,9 cette année, 0,9 l'année prochaine. Donc le ralentissement économique, il existe. Et dans les chiffres que j'ai montrés, je ne sais pas si je peux, d'évolution de... on le voit bien dans les chiffres là, il y avait les chiffres à fin 2022 de chiffre d'affaires. Quand vous prenez les chiffres fin du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires, il augmente plus de 4,5% sur un an. On est même à 3,8 à fin août. Donc le ralentissement de l'activité, il est là. Il touche toutes les entreprises. Alors après, il va les toucher de manière différenciée selon les secteurs, etc. Mais l'ensemble de l'activité est affecté. C'est pour ça que le point de départ, il est important. C'est quelle est la solidité des entreprises et quelle est leur capacité à franchir cette période où normalement on espère qu'en 2025, une fois que l'inflation aura été jugulée, on ait une activité économique qui reparte. Voilà. La problématique, c'est 2023 et surtout 2024, mais avec cet aspect positif que les entreprises sont rentrées dans cette période avec une structure financière plus importante. Et si on prend les TPE par exemple, la proportion des TPE qui ont des capitaux propres négatifs, donc qui ont la pérennité n'est pas certaine, n'a pas bougé entre 2019 et 2022. On reste à 19% à peu près des entreprises qui ont des capitaux propres négatifs. Donc la fragilité des entreprises n'a pas augmenté, au contraire, globalement, elle s'est améliorée. Donc, ce qui doit leur permettre normalement de passer ce cap, voilà, qui sera plus difficile. Hein. Si vous n'avez pas de croissance d'activité, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, etc. etc. Normalement, on ne voit pas, et d'ailleurs, quand on regarde les défaillances, comme je le disais, les défaillances, c'est plutôt les grandes entreprises, les PME où ça augmente, pas forcément les plus petites. Alors peut-être que ça va venir, mais en tous les cas, ce n'est pas ce que l'on voit actuellement. Donc il y a dans les défaillances un phénomène de rattrapage, parce que les aides ont fait que il y a eu moins de défaillances. En plus, l'administration ne réclamait pas les charges fiscales et sociales. Là, on revient dans ce rythme normal. Donc mais on voit d'ailleurs dans les derniers chiffres un ralentissement de la croissance. Donc on n'est pas du tout dans ce qui peut être écrit partout, un mur des faillites, un mur des dettes. Non, on a une augmentation, mais dont la croissance même se ralentit dans les derniers mois. Après, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs d'accompagnement, et notamment pour les plus petites entreprises, qui représentent 95% du tissu économique, même si leur poids économique est plus faible, mais en nombre d'entreprises, c'est important. Merci. On peut reprendre d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Ou sur les banques, si vous avez des questions sur vos banques. Je vous dis tout de suite, il y a les banques qu'on sauve et il y a celles qu'on laisse faillir. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée du taux de défaillance sur les prêts garantis État et est-ce que ça n'a pas créé des montagnes de dettes pour certaines entreprises qui n'ont pas su faire face? Alors, comme je l'ai dit, on est aujourd'hui, à fin juin, on était à... donc ça doit faire 45% des PGE qui ont été remboursés. Nous, on fait une évaluation régulièrement pour l'État, qui est reprise d'ailleurs dans le rapport économique de la loi de finances. Donc on estime le taux de perte brute, parce que l'État, dans le PGE, il a encaissé des primes, tout de suite d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il gagne de l'argent, l'État, avec les PGE. Donc il a encaissé les primes, et puis ensuite, il y a les pertes qui apparaissent. Nous, l'estimation que l'on a faite cet été, c'est des pertes brutes pour l'État de 4,4%, donc ça va faire 6,4 milliards, sachant que l'État a encaissé des primes, donc au final, il doit perdre à peu près 3 milliards. Enfin, il perdrait 3 milliards. Donc c'est
Donc c'est un taux qui est faible, qui pourrait augmenter compte tenu du fait qu'on a révisé notre prévision de croissance, mais en fait qui reste enfin, si l'État à l'arrivée il perd 5 milliards sur le PGE, quand il a accordé 75 milliards de subventions, perdre 5 milliards, je pense que c'est un bon investissement pour l'État d'avoir financé les entreprises. Après, donc les entreprises aujourd'hui elles remboursent normalement. Après, ce qui est vrai, mais ça on ne peut pas le mesurer, c'est que probablement aujourd'hui, notamment dans les plus petites entreprises, elles préfèrent rembourser leurs prêts, ce qui est simple, parce qu'un prêt, ça se rembourse, même s'il est garanti par l'État, parce que l'État, c'est vous et moi, je le rappelle aussi. Elles préfèrent rembourser, et donc probablement, il y a un certain nombre d'entreprises qui, donc dans les plus petites, le dirigeant réduit son salaire, probablement, et probablement investit moins. Donc on aura un impact probablement de cet effet-là, mais en tous les cas, on n'a pas aujourd'hui, et ça ne se voit pas dans les chiffres, et ça ne se voit pas dans les appels en garantie, de murs de dette, etc. Enfin, les entreprises remboursent. Mais voilà, il y en a certaines probablement qui le font au détriment d'un développement d'activité, donc c'est quelque chose qui pèsera finalement sur la croissance future, de manière négative. Mais bon... Après, il vaut mieux être dans la situation où les entreprises remboursent leurs dettes plutôt qu'elles soient dans la situation où elles vont actionner la garantie de l'État et c'est la collectivité qui va payer. Merci. Sauf si vous souhaitez payer plus d'impôts. Bonjour. J'avais une question parce que les banques, les entreprises sont longtemps habituées pendant 10 ans presque à des taux très bas via les politiques monétaires non conventionnelles, voire négatifs, comme vous avez dit. Et est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'elles doivent se réadapter à rembourser des taux qui sont plus élevés? Et est-ce que ça n'a pas influencé, finalement, ces politiques monétaires non conventionnelles, les bilans des entreprises, quand aujourd'hui la Banque Centrale Européenne est obligée, pour limiter la fragmentation des taux, en Italie, de mettre en place le TPI? Oui, enfin là, c'est encore différent. Enfin, ce qui est vrai, effectivement, c'est que tout le monde a été habitué à une situation qui, finalement, n'était pas forcément normale dans un fonctionnement économique. L'objectif de la politique monétaire, c'était d'augmenter l'inflation pour aller vers les 2%. Il n'y avait pas assez d'inflation. Bon. Et donc il y avait du coup des taux très bas et donc tout le monde était très content d'aller emprunter, de faire des investissements immobiliers ça coûtait 1%. Voilà. Donc ça a permis, je n'ai pas ici des graphiques, mais enfin quand ça a permis des volumes de production. On était habituellement à peu près 10 milliards de production de crédit à l'habitat, on est monté à des chiffres de 20-30 milliards de production de crédit à l'habitat. Bon. Donc les gens ont été habitués, les gens n'ont pas été habitués à gérer ce risque cette situation de taux. C'est le même problème que le taux de l'usure. Quand le taux de l'usure, si vous avez suivi les débats, on plafonne le taux auquel les banques peuvent accorder. Ça n'a jamais posé de problème. Ça a posé un problème parce que tout d'un coup, les taux ont augmenté très vite. Donc le fait de faire une mesure tous les trimestres, ça ne permettait pas de répercuter suffisamment les taux. Donc après, le problème qui se pose, c'est quelles sont la capacité effectivement des acteurs économiques. Bon, les particuliers, ils n'ont pas de problème, c'est du taux fixe. Donc un particulier, s'il emprunte, il sait qu'est-ce que ça va lui coûter pendant la durée de son emprunt. Bon, donc ça, il voit s'il a la capacité ou pas. Bon, le problème, il est quand vous êtes à taux fixe. Bon, et donc ça, il faut bien évidemment que les gens ils soient capables de gérer ce risque-là. En France, comme je l'ai dit, ce risque, il est essentiellement géré par les banques. Donc les banques, elles sont habituées à gérer le risque de taux. Alors elles ne le géraient pas de manière aussi significative dans une période où les taux ne bougeaient pas. Bon, là, quand il y a une volatilité, ça pose un peu plus de problèmes, puis les modèles doivent être adaptés. Mais ce sont essentiellement les banques qui doivent gérer le risque de taux. Après, pour les entreprises, elles doivent intégrer le fait que dans leurs coûts, avant... le financement leur coûtait 1-2%, aujourd'hui ça leur coûte 4-5%. Donc effectivement, et c'est là que le phénomène de marge que je mentionnais, mais le coût, il y a le coût de financement, mais vous avez les autres coûts pour les entreprises. Et donc quelle est la capacité d'une entreprise à absorber ses coûts, à améliorer sa productivité ou à répercuter ses coûts sur les clients? L'objectif, c'est d'éviter bien évidemment la répercussion sur les clients, parce que sinon on alimente l'inflation. Bon. Mais donc il y a une problématique que l'ensemble de tout le monde se réhabitue à une situation finalement normale
de taux d'intérêt positifs. Et même les taux d'intérêt aujourd'hui, ils sont beaucoup plus favorables. Si vous raisonnez compte tenu de l'inflation, en fait, vous êtes en taux réel négatif aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous aviez des taux d'intérêt qui étaient à peu près équivalents à l'inflation. Vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont en réalité inférieurs au niveau d'inflation. Mais c'est un changement d'habitude. Voilà. Il faut intégrer le fait que l'argent a un prix. Ce qui n'était pas vrai ou en tous les cas un prix qui était très faible dans les années précédentes. Juste avant, vous avez le fait que vous disiez que vous choisissez des banques et d'autres pas. Quels sont les critères que vous mettez en avant pour choisir une banque? Et aussi, comment nous, en tant que clients d'une banque, peut-on ne pas être affecté ou être prévenu à l'avance, sachant si la banque ne va pas être élue pour être aidée? Alors le critère, il est fondé sur le fait de savoir si on estime que l'activité de la banque, elle est nécessaire à l'économie et qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui peuvent remplacer la banque. Donc vous en déduisez rapidement que plus la banque sera petite, moins il y a de nécessité de la sauver. Puisque si elle est petite, ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent prendre sa place. Donc en fait, on ne sauvera que les établissements les plus importants pour lesquels, s'ils devaient avoir un problème, leur disparition aurait un impact sur la situation financière. Après, les clients, ils sont tous protégés de la même façon. Vous avez un fonds de garantie des dépôts, donc vous avez une garantie sur vos dépôts, vous êtes garanti sur jusqu'à 100 000 euros, par dépôt d'ailleurs. Enfin, si vous déposez dans différentes banques. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient plus de 100 000 euros, mais si jamais vous avez 100 000 euros, vous mettez 100 000 euros dans une banque, puis 100 000 euros dans une deuxième banque, vous êtes couvert à 200 000 euros. Si vous ouvrez 2 comptes dans la même banque, ça ne marche pas. Donc les clients, ils sont protégés par la garantie des dépôts. Quel que soit le choix que l'on fait de sauver la banque à la fin. On voit d'ailleurs, si vous prenez l'exemple aux États-Unis, les banques régionales, elles n'avaient pas vocation à être sauvées, américaines. Au final, elles l'ont été. Donc on peut aussi avoir, mais bon, ça c'était une mauvaise vision, enfin une mauvaise gestion américaine, d'ailleurs ils l'ont reconnu. Mais on peut aussi être dans la situation, on n'est pas le cas en France, enfin, sauf s'il y a un développement particulier de l'activité. Mais vous pouvez avoir une mauvaise analyse des autorités, donc c'était le cas aux États-Unis, ils l'ont écrit. Mais sinon, je veux dire, normalement, enfin, il peut y avoir des zones frontières, mais la structure du système bancaire français fait que les frontières, elles sont assez simples en France, selon la taille des banques. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne protège pas le client, par contre, de la même façon. Simplement, le client qui sera dans une banque qui sera liquidée, la liquidation, c'est le régime normal. Le fait de sauver une banque, c'est un régime dérogatoire qu'on a mis en place. C'est un coût, d'ailleurs, pour les banques, le fait de dire qu'on va les sauver, parce qu'elles doivent avoir des dettes particulières. Donc le client, son problème bien évidemment, c'est que la banque qu'on ne sauvera pas, il sera remboursé, mais il devra trouver une autre banque. Alors que la banque que l'on va sauver, le principe c'est qu'il y a continuité, donc le client il n'est pas affecté du tout. Mais ce n'est pas public, effectivement, on ne dit pas telle banque sera sauvée et telle banque ne le sera pas. Prendre une dernière question. Mais comme les banques françaises sont très solides, vous n'avez aucune crainte à avoir sur la sécurité de vos dépôts, où qu'ils soient. Enfin, sauf si vous allez sur des sites internet acheter du bitcoin, alors là, vous pouvez tout perdre en un clic. Mais ça, c'est un choix. C'est comme jouer aux courses ou jouer au loto. C'est à peu près pareil. Alors, une dernière question. Je suis sûr qu'il y a 30% des gens qui ont du bitcoin dans la salle. On n'a pas les moyens. Non, 50 ? Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez la part de l'inflation, donc l'augmentation de l'inflation qu'on a vue après la crise du Covid, la part de l'inflation qui est purement monétaire due à l'augmentation brutale de la masse monétaire avec tous les prêts qui ont été faits durant les confinements, et la part qui est plus liée justement à l'affaiblissement de la chaîne de l'offre qu'il y a eu avec la réouverture
suite à la fermeture pendant les confinements de tout ça? Non, ça, c'est pas mesuré. Ce qu'on mesure, c'est ce que vous avez ici. Donc, c'est la composition de l'inflation selon les différents produits. Mais il n'y a pas de mesure, enfin à ma connaissance en tous les cas, mais je ne suis pas un spécialiste, mais il n'y a pas de mesure liée à la... Bon, après, c'est un débat d'économistes. Je ne vais pas le trancher ce soir, de savoir quel est l'impact inflationniste de la politique monétaire. La politique monétaire a eu un impact expansionniste. Bon, donc ça crée des bulles à un moment donné. Donc à un moment donné, les bulles peuvent exploser. Donc, mais sur l'inflation, il n'y a que ce type de mesures, qui sont faites par l'INSEE, qui décomposent selon la composante énergétique, produits alimentaires, produits manufacturés, etc. Vous avez une question? Alors une toute dernière question, parce que le temps passe vite. Bonsoir. Après une année record en termes de levée de fonds pour les startups en 2022, elles sont très en difficulté dans les financements en 2023. Qu'est-ce que vous pourriez évoquer comme cause à ce phénomène? Est-ce que les marchés ne se seraient pas un peu emballés en 2022? C'est tout le problème des startups, c'est le problème des fintech. À un moment donné, une entreprise, il faut qu'elle trouve son marché, son activité. Si elle a pas il peut y avoir de très beaux projets. Si derrière, il n'y a pas de clients, ça ne marche pas. Moi, mon fils, il a changé de métier. Il travaillait dans l'administration, au ministère de l'Intérieur. Il est parti producteur de fruits et légumes. Il a arrêté parce qu'il n'a pas assez de clients. La production marche bien, mais personne ne vient acheter. Pas suffisamment. Une start-up, c'est pareil. Une entreprise, c'est pareil. S'il n'y a pas de clients, en général, les entreprises, le chef d'entreprise, il a souvent une vision optimiste des choses. Et puis après, en plus, quand vous êtes confronté à un ralentissement d'activité, ce qui pouvait être un projet ne se développe pas suffisamment. La start-up, en plus, elle a généralement des problèmes de financement parce que ce n'est pas les banques qui vont les financer. Les banques, elles financent une fois qu'il y a un cycle d'exploitation régulier, elles viennent financer, mais sinon, il faut qu'elles trouvent des fonds qui viennent prêter. Et dans la conjoncture actuelle, c'est plus difficile. Donc effectivement, la situation des startups est beaucoup plus tendue, de la même manière que tout le monde des fintech qui souvent se développent sur des niches. Donc à un moment donné, ça fonctionne, mais voilà, c'est pas forcément pérenne. Une entreprise, il faut que son activité soit pérenne, sinon elle ne dégage pas suffisamment de résultats. Et l'investisseur, le fonds d'investissement qui va financer la start-up, à un moment donné, il va arrêter. Et le problème en France, alors c'est très bien pour le développement de l'entrepreneuriat, mais on peut créer une entreprise avec rien. Donc en fait, moi je considère, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faudrait l'autre jour, j'étais dans une réunion, il y en a qui disaient qu'il faut instituer un permis d'entrepreneur. Ça me paraît un petit peu excessif, mais il y a un fondement derrière. On peut être entrepreneur avec rien. Mais le problème, c'est que si vous ne mettez pas assez d'argent au départ, vous ne créez pas forcément la confiance de l'investisseur, des banquiers, etc. Et si votre activité ne se développe pas, vous chutez. Et donc c'est ce qui se passe dans le monde des startups en ce moment. Très bien. Je pense qu'on peut, sur ce point, clôturer la conférence et donc la soirée. On vous remercie une fois de plus. Et donc on vous donne rendez-vous au 9 novembre, mais vous serez informés d'ici 1 ou 2 semaines et vous pourrez bloquer la date et le créneau. Je vous remercie, bonne soirée.